Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons voir comment interagir avec le DOM. Donc essentiellement ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est parcourir un petit peu les fonctionnalités qui vont être utiles et on va faire un petit peu un listing de fonctions. Donc histoire de se préparer, on va s'imaginer ici qu'on va créer une div et on va lui donner un ID particulier, on va lui donner l'ID Hello. Et à l'intérieur, on mettra Bonjour les gens. Donc on aimerait bien récupérer cet élément dans notre JavaScript pour pouvoir le manipuler un petit peu plus tard. Donc lorsque vous allez avoir besoin d'accéder à un élément, on va toujours partir du même objet, c'est le document. Donc qui est disponible, si on fait un console.log, au niveau de Windows en faisant window.document. Ça va nous donner le document qui nous représente en fait la structure HTML. Dans ce document, on aura différents éléments qui vont être des nœuds. Donc de manière générale, lorsqu'on utilise document, c'est vrai qu'on aura tendance, c'est la seule variable à la limite où on ne le fera pas, à ne pas mettre le window devant. On fera directement document. Sur ce document, on a une méthode qui est très utile qui s'appelle querySelector. Cette méthode, elle prend en paramètre une chaîne de caractères qui est un sélecteur comme un sélecteur CSS. Donc je peux mettre ici un dièse pour sélectionner un ID et lui dire Hello. Si je sauvegarde maintenant, dans ma console, j'obtiens quelque chose. Donc la console, elle, me montre la structure HTML de mon élément, mais si je passe dessus, on voit bien que ça me sélectionne l'élément ici. Donc le retour d'un query selector, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça au niveau de la documentation. Hop, query selector. Ça va nous renvoyer pas simplement une chaîne de caractères, mais ça nous renvoie un élément sur lequel on va pouvoir faire différentes choses. On a aussi une autre méthode qui s'appelle querySelectorAll, qui elle permet de sélectionner plusieurs éléments. Imaginons, juste après notre div, on a un UL et on a 3 LI avec du lorem ipsum à l'intérieur. Si je fais un query selector, je vais simplement mettre ici le nom de l'élément HTML que je souhaite sélectionner. Donc on va mettre li et on va dire de faire un query selector all. Dans ce cas-là, plutôt que d'obtenir simplement un seul élément, j'obtiens ce que l'on appelle une node list. C'est une sorte de tableau avec des fonctionnalités avancées dans lequel on va avoir nos différents éléments. Si je déplie ça, on voit qu'on a le premier li, le second et le suivant. Vu que je vous l'ai dit, ça fonctionne un petit peu comme un tableau. On va pouvoir sauvegarder ça dans une variable qu'on va appeler li au pluriel, li. Voilà. On peut accéder à n'importe lequel de ces éléments avec la syntaxe des tableaux. Donc si je veux le dernier élément, je peux faire un li 2 et ça me donne du coup un nouvel élément HTML comme avec un query selector par exemple. Attention, ça ne fonctionne pas non plus entièrement comme un tableau. Vous avez la possibilité de faire un li.forEach et d'utiliser ensuite une fonction pour parcourir chaque élément. Donc nous on va faire simplement un console.log. Et là, ça nous donnera bien chaque élément les uns derrière les autres. Par contre, si vous essayez de faire un filter par exemple, il vous dira que cette méthode-là n'existe pas. Cet objet nodeList n'a pas comme prototype le prototype des tableaux, il n'étend pas des tableaux. Si vous voulez convertir une liste sous forme de tableau, vous pouvez utiliser la méthode from au niveau de array. Donc si je fais un console.log et j'utilise array.from et je lui donne la liste de nos éléments, dans ce cas-là, on obtiendra à la fin un tableau sur lequel on peut faire un filter. Donc faites attention à ça, les gens ont tendance un petit peu à confondre. Un nodeList n'est pas un tableau. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas un. Si vous voulez travailler avec toutes les méthodes des tableaux, il faudra penser à faire un array_from avant. Alors maintenant, petit détail, mais je vais juste vous en parler, on ne va pas forcément les utiliser. Il faut savoir que querySelector a été rajouté il y a un petit moment de cela. Mais avant, on n'avait pas accès à ces méthodes-là et on avait accès à des méthodes qui étaient beaucoup plus contraignantes. On avait une méthode qui s'appelait getElementById qui permettait de récupérer un élément à partir de son ID. Donc celle-là, on peut encore l'utiliser aujourd'hui. Je dirais qu'elle est utile parce qu'elle est très spécifique, cette fonction-là. Donc elle permet directement de sélectionner un ID. Donc ça évite pour le navigateur de devoir parser ce sélecteur-là. Cependant, moi j'aime bien toujours utiliser le query selector, c'est un petit peu plus uniforme que de changer de méthode tout le temps. Et aussi on avait d'autres méthodes comme getElementByClassName, byName, byTagName et tout ça. Toutes ces méthodes-là sont devenues un petit peu obsolètes grâce au query selector qui permet en une seule chose de récupérer absolument n'importe quel type d'élément. Donc par tag, par ID, par classe, parce qu'on utilise la même chose qu'un sélecteur CSS. Autre petit détail, dans ce query selector, même si je ne l'ai pas précisé, vous pouvez avoir des sélecteurs qui sont un petit peu plus complexes. Je peux lui dire, sélectionne-moi tous les LI qui sont des enfants directs du UL. Je peux aussi lui dire, sélectionne-moi le LI qui serait le premier enfant. Donc si je fais first child, dans ce cas-là, il me sortira le premier. Je peux aussi utiliser nth_child. Donc vous pouvez faire pas mal de choses au niveau de ces sélecteurs, en partant du principe que ça fonctionne comme un sélecteur CSS. Donc on utilisera querySelector pour sélectionner un élément et querySelectorAll pour sélectionner une liste d'éléments.
Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un query selector simple, on va sélectionner juste le UL et on va continuer l'exploration des méthodes à partir de ça. Donc premièrement, vous avez une propriété qui peut être intéressante qui s'appelle node name, qui va vous donner le nom du nœud HTML sur lequel vous êtes. Ça peut être sympa pour savoir si c'est un LI ou un well ou ce genre de choses. Attention, le node name est toujours en majuscule. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez une propriété qui vous permet de récupérer la structure HTML à l'intérieur. Cette propriété s'appelle innerHTML. On le voit, ça nous donne l'ensemble des éléments HTML avec les espaces, donc ça respecte le formatage que nous on avait utilisé dans notre document. Ce innerHTML, il a comme particularité de pouvoir être modifié, c'est-à-dire que si vous faites un ul.innerHTML et vous décidez de mettre simplement une chaîne de caractères hello, dans ce cas-là, il va modifier votre élément HTML et il va mettre simplement hello à l'intérieur. Vous avez aussi la possibilité de récupérer le texte en faisant innerText. Donc dans ce cas-là, ça vous donne simplement la représentation textuelle qu'il y a à l'intérieur de l'élément, en retirant les espaces et tous les éléments HTML à l'intérieur. Vous avez aussi une autre propriété qui s'appelle TextContent, qui vous renvoie le contenu du texte, mais en respectant les espaces. Il y a une grosse différence entre les deux, c'est par exemple si jamais vous avez des éléments à l'intérieur de votre système qui sont cachés avec l'attribut hidden, et on imagine que là on met hello world, à la limite on va le mettre en premier. Lorsque vous regardez le text content, on voit que le hello world apparaît. Lorsqu'on essaie de faire un inner text, il ne vous montre que le texte qui est actuellement lisible pour l'utilisateur, donc il retire ce qui est en hidden. De la même manière, si vous avez du script avec marqué un console.log ou ce genre de choses, dans le cadre du inner text, il sera retiré. On voit qu'on n'a pas le console.log. Par contre, si vous lui demandez le text content, il vous donne vraiment le contenu, tout ce qui est texte, même le JavaScript. Donc il y a une petite différence et ça a son importance. Donc lorsque vous avez le inner text, vous avez aussi la possibilité de le modifier. Dans ce cas-là, il change le texte en retirant tous les éléments. En général, c'est vrai que c'est plutôt le inner HTML que l'on va utiliser pour pouvoir modifier le contenu d'un élément et changer sa structure HTML. Alors ensuite, on a la possibilité de modifier les attributs que l'on a sur un élément. Typiquement, imaginons que ce UL, on souhaite le faire disparaître. On peut faire un ul.setAttribute et lui dire « j'aimerais bien que l'attribut hidden devienne hidden ». Et dans ce cas-là, hop, tout notre UL va disparaître. Et si je regarde ma structure HTML, on a un attribut qui a été rajouté. De la même manière, on peut retirer un attribut en faisant un remove attribute. On mettra le nom de l'attribut que l'on souhaite supprimer et automatiquement il le supprimera. Et là, ça rendra notre élément visible. Donc attention, c'est remove. Et enfin, si vous voulez un attribut, on peut s'imaginer ici que l'on rajoute une classe et on met par exemple red. On va rajouter un tout petit peu de CSS histoire de voir cette classe-là qui est rajoutée. Donc on va faire style et on va lui dire que tout ce qui est rouge va être rouge. Voilà. Donc si je reviens au niveau de mon JavaScript, je peux lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien récupérer l'attribut et c'est l'attribut classe. Et là, on va faire un console.log pour voir le retour. Console.log de ce truc-là. Si je regarde dans ma console, on va bien voir la valeur. Donc ici, nul. Effectivement, je n'ai pas sélectionné le premier ali, autant pour moi. Donc on va lui dire sélectionne le premier ali. Dans ce cas-là, on verra bien la valeur rouge. Bon, c'est intéressant de noter que si on fait un getAttribute d'un attribut qui n'existe pas, ça ne nous renvoie pas undefined, mais ça nous renvoie plutôt nul pour nous dire que la variable n'existe pas. Alors si vous souhaitez changer la classe d'un élément HTML, par exemple en rajouter ou supprimer, on a un attribut au niveau de l'élément qui s'appelle classList. Donc si je fais un ul.classList, on va se retrouver avec un objet qui est de type DOM-TokenList. Alors on va se rendre sur la documentation pour voir de quoi il en retourne, mais c'est un objet qui vous permet de manipuler une liste d'éléments. Vous avez des méthodes dessus qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on a une méthode remove qui permet de supprimer une classe. Donc si je fais un point remove, je dois lui dire quelle classe je souhaite supprimer. Et là, je fais red. Et on voit que ça a été supprimé. Par contre, on va retirer le setAttribute. Donc maintenant, je n'ai plus la classe rouge sur cet élément-là. Par contre, l'élément garde cet attribut-là. Ça, c'est super intéressant parce que si vous aviez une autre classe, on va imaginer bold, et on aurait bold dessus, il retirerait l'attribut, la classe rouge plutôt, mais il garderait la classe bold. Vous pouvez aussi utiliser toggle. Par exemple, on pourrait lui dire, j'aimerais bien faire un setInterval. Hop. Dans cet intervalle, on va lancer une fonction, et cette fonction, on va la lancer toutes les secondes.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de faire un ul.classList et on lui demandera de faire un toggle. Donc là, plutôt que de supprimer la classe rouge, il va la supprimer si elle existe et il va l'ajouter si elle n'existe pas. Et vous pouvez faire comme ça un texte qui clignote. Et on voit que ça rajoute et ça supprime. Enfin, vous avez la possibilité de faire un classList.add et dans ce cas-là, vous rajoutez une nouvelle classe à l'élément. Si jamais vous faites un add d'un élément qui existe déjà, on voit qu'il ne rajoute pas plein de fois rouge. Il est capable de comprendre que cet élément a déjà la classe rouge et qu'il ne faut pas le rajouter. Donc en général, quand on va manipuler les classes, on va utiliser classList.add, remove et toggle. Vous avez d'autres méthodes, mais je les trouve moins utiles. Je vous laisserai regarder dans la documentation si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va supprimer cette partie-là, hop, et on va parler de la modification du style d'un élément. Donc on le sait, en HTML, on a la possibilité de styler les éléments directement comme ça, en mettant le style et hop, on peut mettre des informations. Donc ça, on peut aussi le faire en JavaScript. Donc si on regarde un élément, hop, on peut faire un... Alors ça, je vais l'appeler li parce que sinon on va s'y perdre un petit peu. Je vais faire un console.log et on va regarder li et on va regarder une propriété qui s'appelle style dessus. Si je regarde dans ma console, j'obtiens quelque chose qui est de type CSS Style Declaration. Donc c'est un gros objet qui va contenir toutes les propriétés CSS possibles et les valeurs associées à l'élément. Vu qu'on n'a pas d'attribut style sur cet élément-là, aucune de ces valeurs est remplie. Si par contre je mets à ce niveau-là une couleur particulière, imaginons je décide de lui donner une couleur rouge manuellement, lorsque je vais regarder dans mes Style Declaration, donc il nous dit que c'est la couleur qui a été modifiée, mais ça on va pas trop l'utiliser. Mais par contre si je descends, on voit que color ici est red. L'avantage, c'est qu'on peut aussi utiliser l'assignement pour modifier certaines de ses propriétés. Par exemple, je peux lui dire « j'ai envie que la couleur soit blue ». Et dans ce cas-là, il va modifier le style de l'élément, si je regarde, et la couleur sera bleue. Si je veux lui dire que ça doit être gras, je pourrais faire un li.style.fontWeight. Par contre, attention, ça ne s'écrit pas comme en CSS, c'est-à-dire comme ça s'écrit en camel case. C'est-à-dire que le premier mot commence par une minuscule et chaque nouveau mot va commencer par une majuscule. Donc là, on mettra fontWeight bold. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'a plus besoin du console.log, notre texte apparaîtra en gras. Donc si vous avez besoin de manipuler le style d'un élément, on le fera au travers de cet objet-là. Petit détail par contre, imaginons que je rajoute la classe red sur mon élément. Hop. Donc là, on va lui dire red. J'aimerais bien obtenir la couleur de l'élément. Si je fais un console.log et que je regarde li.style.color, si je regarde dans ma console, hop, je m'attends peut-être à obtenir rouge, mais pourtant je n'obtiens rien. Parce que cette propriété style vous donne les valeurs qui sont dans l'attribut style, ne vous donne pas les valeurs globales à l'élément. Si on veut savoir quel est l'état du style de l'élément, on a une méthode qui s'appelle getComputedStyle. Donc cette méthode-là est disponible au niveau de Windows et va vous donner le style de l'élément avec le CSS appliqué dessus. Donc si à ce niveau-là je lui demande « Est-ce que tu peux me donner le computed style du li ?» Hop. Si je regarde dans ma console, on obtient un gros objet qui est de type CSS Style Declaration et à l'intérieur, je peux lui demander d'accéder à n'importe quelle propriété, par exemple la couleur. Et dans ce cas-là, il me donne la couleur interprétée par le navigateur. Donc c'est du rouge, mais pas tel que moi je l'ai écrit, mais plutôt en RGB parce que c'est ce que utilise le navigateur en interne. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous voulez savoir si un élément est en display block ou ce genre de choses. Je vous avouerai que c'est une méthode qui est assez spécifique, mais ça peut servir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous la montrer. Alors maintenant, on va revenir à notre manipulation un petit peu plus générale du DOM. Comment on fait pour rajouter un élément? Donc on a plein de méthodes à ce niveau-là qui vont dépendre de ce que l'on a besoin de faire. Mais d'abord, il va falloir créer un élément. Alors pour créer un élément, on part toujours du document et on va utiliser un createElement. Donc imaginons on veut créer un nouveau li. Donc on va l'appeler new li et on fera un document.createElement et ensuite on met entre parenthèses le nom du tag HTML. En minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'ai créé un nouveau li. Ce li, il existe dans la mémoire du JavaScript, mais il n'est pas ajouté à notre DOM. Maintenant, j'ai envie de mettre du texte à l'intérieur de cet élément, donc je vais prendre mon new li et lui dire de modifier le inner HTML en mettant bonjour les gens. Si je sauvegarde, on voit bien que rien n'apparaît sur ma page. Cet élément, il va falloir ensuite l'ajouter à notre DOM. Donc on va partir d'un élément particulier. Donc nous, on va partir de notre UL, tout simplement, en faisant un query selector UL.
Sur cet élément-là, on peut utiliser des méthodes comme par exemple append_child. Append_child, on lui passera en paramètre un nœud. Donc ça, c'est un nœud, ça tombe bien. C'est même mieux qu'un nœud, c'est un HTML li element. Et je peux donc l'utiliser dans mon append_child. Donc ici, je lui dis rajoute ce new li. Et je vois bien que dans ma liste, j'ai un nouvel élément qui me dit bonjour les gens. Si on a besoin d'un petit peu plus d'informations, je vais vous montrer un petit peu la chaîne d'héritage parce que c'est important. Si je regarde le HTML li element, voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous avais dit que de manière générale, le JavaScript utilisait peu l'héritage, mais dans le cadre du DOM, on a beaucoup d'héritage au contraire. Donc on voit qu'un HTML li element, c'est quelque chose qui étend d'un HTML element, qui étend d'un element, qui étend d'un node, qui étend d'un event target. Donc finalement, dans cette valeur-là, on a la possibilité d'utiliser toutes les méthodes qui sont disponibles dans tous les autres objets. De la même manière, parfois, si on me demande de mettre un nœud en paramètre, je pourrais mettre un HTML li element vu qu'il extend de nœud. Donc ça, c'est important de bien comprendre cette chaîne d'héritage et elle va être assez poussée en fonction de la situation. Si vous avez besoin de savoir quel type de variable j'ai, soit vous pouvez regarder dans la console, soit vous pouvez regarder au niveau des méthodes dans la documentation. Si je regarde append_child, on voit que, hop, au niveau du type de retour, ça nous donne un nœud. Donc je peux cliquer dessus et voir un petit peu et parcourir les choses. Alors vous avez d'autres méthodes. Vous avez par exemple une méthode append qui va fonctionner un peu comme le append_child, sauf qu'il y a une légère différence. Append_child ne peut être utilisé que sur un nœud, alors que append peut être utilisé sur un élément. De manière générale, si vous partez d'un élément HTML, vous avez un élément, donc vous pouvez utiliser toutes ces méthodes-là. Mais parfois, on verra qu'on peut récupérer des nœuds qui sont simplement des textes, et dans ce cas-là, on aura des API qui seront beaucoup plus limitées. Donc append permet de faire la même chose, sauf qu'il a quelques petites particularités. On peut lui passer notamment une chaîne de caractères pour ajouter directement un texte node avec une chaîne de caractères. Ça ne renvoie pas de valeur de retour, et on peut lui passer plusieurs éléments si on souhaite ajouter plusieurs éléments. Donc j'aurais tendance aujourd'hui à vous conseiller d'utiliser append parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc on fait ici un append, et hop, il fait la même chose. Vous avez une méthode inversée qui s'appelle prepend, qui permet de faire la même chose, mais en ajoutant l'élément au tout début. Autre petit détail, si vous ajoutez un élément au début et que vous dites après j'aimerais bien réajouter l'élément à la fin. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir? On s'attend à avoir bonjour les gens au début et à la fin. Pourtant, si je sauvegarde, on voit qu'on a seulement bonjour les gens à la fin. Lorsqu'un élément est ajouté dans le DOM, c'est toujours la même référence qui est utilisée. Et si cette référence est déjà présente ailleurs dans le DOM, dans ce cas-là, elle est retirée. Alors si je vous donne un exemple concret, hop, on va revenir à sélectionner notre premier ali. On va sélectionner aussi notre UL. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais lui dire j'aimerais bien prendre mon UL et rajouter le premier ali. Ce qui va se passer, c'est que mon premier ali va être descendu en bas. Il ne crée pas une copie, mais il déplace tout simplement l'élément en le retirant de sa position dans le DOM pour le mettre après. Un élément ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois dans une structure HTML. C'est très important de bien comprendre ça. Enfin, on a une dernière méthode, alors qui elle est un petit peu particulière, c'est la méthode à tout faire, c'est le insert adjacent element. Donc on va s'imaginer créer une div, on va faire un document.createElement et on va créer une div. Dedans, on va tout simplement mettre bonjour les gens encore une fois. Et on va se dire, on va jouer avec le UL. Donc on va faire ul.insertAdjacentElement. Donc on voit qu'on a aussi des méthodes pour insérer de l'HTML et du texte. Et en premier paramètre, ça attend où est-ce qu'on veut insérer l'élément. Si on se rend dans la documentation pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne à ce niveau-là, on a différentes valeurs. On peut mettre before begin, before end et after end. Si on descend encore un peu, on a des exemples. Si on met before begin, l'élément va être ajouté avant l'élément que l'on a sélectionné. After begin, il va être ajouté comme un prepend finalement. Before end, il va être ajouté comme un append. Et after end, il va être ajouté après l'élément. Si je regarde maintenant, hop, si je veux rajouter ma div au-dessus de mon UL, je vais lui dire de faire un before begin et je vais lui dire rajoute ma div. Si je sauvegarde maintenant, hop, on voit bien que notre bonjour les gens est en dehors de notre UL au-dessus. De la même manière, si je mets after begin, notre div sera dans le UL, ce qui constitue une erreur, mais il est là. Et cette méthode-là permet de faire différentes insertions à différents endroits. C'est une méthode un petit peu magique qui a remplacé pas mal de méthodes que l'on utilisait avant pour rajouter un élément au milieu.
Moi, je vous conseille de toujours utiliser append et prepend si vous voulez rajouter au début et à la fin, parce que c'est un petit peu plus naturel. Et si vous voulez ajouter l'élément avant ou après, de plutôt utiliser le insert adjacent element. Voilà pour ces manipulations du DOM. Maintenant, on va parler du parcours des enfants. Imaginons, je pars du UL et j'aimerais bien récupérer tous les enfants. Donc déjà, il faut savoir que le query selector, vous n'êtes pas obligé de le faire que sur le document. Vous pouvez utiliser un query selector sur un élément. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible ici de faire un ul.querySelector et d'aller sélectionner les LI. Dans ce cas-là, ça ne sélectionnera les LI que dans le UL qui a été sélectionné. C'est un peu comme si vous imbriquiez des sélecteurs CSS. Et là, ça me donne bien ce LI qui a la classe rouge. Si j'avais un autre UL dans la page, donc on s'imagine qu'on a un autre UL avec un autre LI, ben ce ne serait pas ce LI qui serait sélectionné. Lorsqu'on fait un query selector, ici, ça va sélectionner le premier UL. Et ensuite, ici, je lui dis de sélectionner le LI, mais seulement dans le premier UL, vu que j'utilise cette variable-là. Après, on a des manières un petit peu plus, on va dire, à la main de sélectionner des éléments. On peut utiliser l'attribut children. Children va nous donner une HTML collection avec l'ensemble des enfants. Alors faites attention, parfois les collections vont être dynamiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si je sauvegarde cette variable dans Windows, on va faire window.a égale ça. Je fais ça pour pouvoir y avoir accès en global. Donc là, si je fais un A, ça me donne bien la liste des éléments. Imaginons je sélectionne mon dernier LI et je décide de le supprimer de mon DOM. Donc je fais supprimer l'élément. Si je reviens dans la console et que je regarde à quoi ressemble A, on voit que la collection a magiquement changé. Le dernier LI a disparu. Donc ça, c'est une collection live. Donc on a aussi des node lists qui peuvent être live, c'est-à-dire qu'elles changent de valeur si le DOM a été modifié. On notera par contre que ce n'est pas le cas lorsqu'on fait un query selector. Si je fais un document.querySelector et que je décide de sélectionner tous les LI, hop, et on va sauvegarder ça dans une variable. Donc j'obtiens ici une node list avec 4 éléments, parce qu'on a 3 LI dans le premier UL et un LI dans le dernier UL. Si je supprime un des éléments, donc on le supprime ici, hop hop hop, si je redemande dans la console, est-ce que tu peux me donner le nombre de LI, lui il me dit toujours 4. Il a gardé en mémoire ce LI, même s'il est supprimé du DOM, il est toujours présent dans le JavaScript. Donc là on dira que cette node list, elle n'est pas live, elle n'est pas dynamique. Voilà, c'est un petit détail, mais ça peut vous surprendre. Certaines propriétés sortent des listes dynamiques, certaines autres non. Donc normalement pour votre code, vous à l'heure actuelle, ça ne va pas avoir d'impact, mais c'est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte si il se passe des choses entre le moment où vous déclarez la variable et le moment où vous bouclez. Voilà. Bon, pour l'instant, vous pouvez ignorer cette particularité-là. Donc on avait children, donc children on l'a dit, si je refais un console.log, ça va nous renvoyer la liste des éléments et ça nous renvoie une HTML collection. On a aussi la possibilité de lui demander tous les nœuds enfants. Quelle est la différence? C'est que lorsqu'on lui demande de faire une child notes, il nous renvoie aussi les nœuds textuels. En effet, dans notre UL ici, on a d'abord ça qui est un espace, puis ensuite le LI, puis encore de l'espace, puis un LI, puis de l'espace, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc child notes va nous donner tous les nœuds, même les nœuds qui ne sont pas des éléments HTML. Ensuite, vous pouvez aussi lui dire « j'aimerais bien récupérer le premier enfant ». Bon, techniquement, vous pourriez faire ça avec un tableau et ça fonctionnerait de la même manière, mais vous avez une méthode qui est disponible dessus qui s'appelle firstChild. FirstChild vous donne le premier nœud enfant, même si ce n'est pas un nœud élément, et vous avez une propriété firstElementChild qui va vous renvoyer le premier nœud qui est un élément HTML. Et dans ce cas-là, ça nous renvoie le LI. Donc, suivant ce que vous avez besoin de faire, un ou l'autre va être utile. Et enfin, vous avez aussi childElementCount qui vous renvoie le nombre d'éléments que vous avez à l'intérieur. On pourrait de la même manière faire un children.length et on obtiendrait le même résultat. Donc là, on est en train de parcourir du parent vers l'enfant, mais on a aussi la capacité de le faire en inversé. Donc imaginons qu'on est sur le premier LI. Voilà, donc là j'obtiens mon LI qui est la classe red. Si je veux remonter, je peux faire un point parent. Donc je peux faire parent node et ça me donne le nœud parent, et je peux faire parent element et ça me donne l'élément parent. Si on veut les éléments adjacents, on a des méthodes comme next element sibling qui va nous donner l'élément qui est juste après. On a aussi next sibling qui nous donne le nœud qui est après. Donc là, dans ce cas-là, ça serait du texte. Et on peut faire la même chose en sens inverse. Donc si je veux l'élément précédent, je peux faire previous element sibling. Et ça nous renverra nul si on n'en a aucun. Et si je fais un prev
previous sibling, ça me renverra le nœud textuel qui est juste avant, s'il y en a un évidemment. Enfin, dernière petite méthode qui peut être intéressante, c'est la possibilité de supprimer un élément dans le DOM. Donc dans ce cas-là, il y a une méthode qui s'appelle remove, que l'on peut appeler sur n'importe quel élément, qui supprime l'élément, et dans ce cas-là, il n'apparaît plus. Il n'est pas juste caché, hop, il n'est vraiment plus dans le DOM. On voit qu'on n'a plus notre LI qui est la classe red. Maintenant, une dernière petite considération sur ce que je vous ai dit concernant le fait de rajouter un nouvel élément. Donc on va prendre notre premier LI, on va prendre notre premier UL, et on avait vu que lorsque je faisais un ul.append et que je lui demandais de rajouter le LI, il le rajoutait après. Si vous voulez créer une copie de ce LI, vous avez la possibilité de le faire grâce à la méthode cloneNode. Donc si je lui dis ici, plutôt que de rajouter le LI, je veux que tu rajoutes un clone, dans ce cas-là, ça va bien fonctionner. On aura un second élément qui va être rajouté à ce niveau-là et qui sera un clone de notre élément original. Par contre, attention, si vous l'utilisez seulement comme ça ne va cloner que l'élément. Si vous voulez aussi cloner tous les enfants, il faudra rajouter true ici. Et dans ce cas-là, il créera un clone avec aussi un clone de tous les enfants. Donc il ne se contentera pas simplement de cloner l'élément LI. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez dupliquer un élément plusieurs fois sans le déplacer vraiment dans la structure HTML. Donc voilà pour tout ce qui est manipulation du DOM. Alors j'ai ignoré certaines méthodes, je me suis concentré sur les méthodes que j'ai principalement l'habitude d'utiliser, mais vous avez aussi des méthodes comme replace qui permettent de remplacer, vous avez des méthodes pour sélectionner des enfants et des parents de manière un petit peu plus précise, mais je pense que là on a fait un petit peu le tour. Peut-être une dernière chose avant de passer à un petit exercice, si on revient sur ça, vous avez la possibilité de vérifier est-ce qu'un élément contient un autre élément en utilisant la méthode contains. Vous pouvez lui dire est-ce que le UL contains le LI. Dans ce cas-là, il vous renverra true si c'est vrai et false sinon. Donc là, il faudra faire ça dans un console.log. Voilà. Et là, il me dit bien que c'est true. Et si je lui demandais un autre élément, il me renverrait false. Ça peut être sympa pour savoir si l'élément a déjà été rajouté dans un autre, mais c'est un peu plus spécifique. Bon, maintenant, je vous propose un petit exercice pour ancrer nos connaissances. Donc, on s'imagine qu'à ce niveau-là, on va créer une div et on va lui donner un ID lastPost. Et notre objectif, c'est qu'à ce niveau-là, on mette un petit loader en place. On mettrait simplement un petit paragraphe avec marqué chargement. Ensuite, on va utiliser JSON placeholder pour récupérer les derniers articles. Donc, on va utiliser notre fameuse API avec fetch. Et une fois que l'on obtient le résultat, on va supprimer notre loader. Et à la place, on va créer une liste d'articles. Je vous laisse créer la liste comme vous le voulez. On va lui demander juste de ne pas en récupérer 200 parce que c'est un petit peu long. On mettra une limite à 5. Voilà. Donc vous mettez un H1 ou un H2 pour le titre et un paragraphe pour le body et vous m'entourez ça dans une balise article. Voilà, l'idée c'est de s'entraîner un petit peu à la manipulation du DOM. Donc je vous laisse essayer et on pratique ça juste après. Alors on est parti. Donc notre idée d'abord c'est de commencer par le loader, le chargement. Donc on va faire une constante loader et on va lui demander de créer un nouvel élément et on va créer un paragraphe. On va aussi avoir besoin de l'élément dans lequel on va rajouter nos articles. Donc ça, hop, on va le sauvegarder dans un sélecteur. Donc on va l'appeler wrapper et on va faire un document.querySelector et on va sélectionner l'élément qui a l'ID lastPost. Maintenant dans mon paragraphe, je vais pouvoir lui dire il faut que tu rajoutes le texte. Donc vu que je ne souhaite mettre que du texte, je vais faire un inner text et on va mettre chargement. 3 points de suspension. Et enfin, je peux utiliser dans mon wrapper la méthode append pour rajouter notre loader. Si je le regarde, on a bien maintenant chargement qui est affiché. Impeccable. Donc je vais pouvoir attaquer mon fetch. Donc on va prendre l'URL, hop, et on va utiliser notre méthode fetch. Donc je suis ici dans le système de modules. Mon navigateur accepte le top level await, donc on ne va pas s'en priver. On va lui dire de faire un await et on va faire un fetch de cette URL là. On va juste préciser que dans les entêtes, nous, on accepte le application/JSON. On prend cette habitude de le faire correctement pour éviter les problèmes. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc à cette étape-là, on lui dira de vérifier si la réponse est OK. Et on aura besoin de s'arrêter si ce n'est pas le cas. Donc je me dis que ça pourrait être quand même intéressant de créer tout ça dans une fonction main pour pouvoir retourner plus rapidement si c'est nécessaire. Donc ici, je vais créer une fonction main, voilà,
Et à l'intérieur, je vais mettre mon code et je vais tout de suite appeler cette fonction-là juste après. Ça permet aussi d'éviter les top level await si votre navigateur ne les supporte pas. Maintenant, je vais sauvegarder la réponse ici et on va lui dire si notre réponse n'est pas OK. Dans ce cas-là, on va remplacer le texte de notre loader. On mettra un inner text et on mettra impossible de charger les articles. Et on va ensuite lui dire de rajouter au niveau du style une couleur rouge. C'est bien pour les alertes, le rouge en général les gens comprennent. Et là on va retourner pour ne pas faire la suite de l'exécution. Si maintenant je mets une URL qui ne marche pas et que je sauvegarde, on voit qu'il me dit impossible de charger les articles. Par contre attention, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément mentionné pendant la formation, mais si jamais vous écrivez n'importe quoi au niveau du nom de domaine et que notre serveur n'arrive pas à le résoudre, ça renvoie une erreur. Donc on pourrait ici utiliser un try, voilà, mettre tout ça dans un try catch, et mettre ici un catch. Donc on va capturer l'erreur, même si on n'a pas trop l'intention de l'utiliser, et on va basculer notre partie où on modifie le loader dans notre partie catch. À ce niveau-là, voilà. Et ici, si ce n'est pas OK, je vais faire throw new error. Et à l'intérieur de cette erreur, je vais lui dire erreur serveur. Parce que c'est le serveur qui répond correctement, mais par contre, il nous répond avec une erreur. Alors là, je pense qu'au niveau du formatage, j'en ai pas correct, donc je vais sauvegarder, et voilà, tabuler un petit peu mieux. Donc là, on voit que notre serveur répond avec une erreur, et on a bien le impossible de charger les articles. Donc je vais remettre l'URL correcte, JSON placeholder, et on peut continuer. Donc dans cette étape-là, on est bien avec la réponse qui est OK, et du coup le retour serveur. Donc on va sauvegarder ça dans une variable qu'on va appeler post, et on lui dira de faire un await de r.json. Impeccable. Maintenant que nos articles sont chargés, on va pouvoir supprimer le loader. Donc on fera un loader.remove. Mais à la place, il va nous falloir insérer les différents articles. Ce que vous pouvez vous faire, c'est vous faire une fonction pour générer un article. Donc ici, je vais faire une fonction, on va l'appeler createArticle. Ça prendra en paramètre un article. Je rajoute de la JSDoc pour expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Donc l'article, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un title qui sera une chaîne de caractères et le body qui sera une chaîne de caractères. Et ici, on mettra créer un élément HTML représentant un article. Je vais même pouvoir lui préciser le type de return et je vais lui dire que ça retourne un HTML element. Voilà, impeccable. Donc à ce niveau-là, je vais faire un const. Je vais l'appeler article et je vais faire un document.createElement et je vais créer un nouvel élément qui va être de type article. À l'intérieur, je vais avoir besoin de créer le H1 et tout ça. Alors plutôt que de m'embêter à faire un createElement H1 et mettre le contenu à l'intérieur, je vais tout simplement faire un article.innerHTML et utiliser les backticks pour avoir une chaîne de caractères dans laquelle je vais pouvoir interpoler mes variables. Dedans, je vais donc mettre un petit H2. Je vais ensuite mettre le titre de l'article. Et ensuite, je vais avoir un paragraphe. Et je vais mettre le body de l'article, post.body. Je vais vous expliquer après le problème de faire ça et pourquoi ça peut poser des problèmes en termes de sécurité. Mais bon, pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop pour ça. Et à la fin, je retourne l'article. Donc là, j'ai une fonction que je vais pouvoir utiliser qui me crée un article et qui me renvoie un élément que je pourrai ensuite rajouter dans le DOM. Donc à ce niveau-là, j'ai plus qu'à faire un for. Je vais lui dire parcours chaque article depuis le tableau des articles. Pour chaque article, je veux que tu crées l'élément et que tu le rajoutes à mon wrapper. Donc je peux le faire dans ma boucle en faisant un wrapper.append, create article, et je lui passe mon article. Voilà. Donc je sauvegarde et j'ai maintenant automatiquement une page qui va venir récupérer les différents articles depuis une API tiers et qui va me générer la structure HTML pour ces articles-là. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. On peut vraiment avoir de la génération HTML depuis le JavaScript. Et finalement, ce n'est pas très compliqué une fois que l'on connaît les méthodes. Bon, encore une fois, on pourrait encore améliorer le code en réutilisant la fonction fetch JSON que l'on avait écrit dans un chapitre précédent, et on pourrait un petit peu améliorer ça. Mais en tout cas, au niveau de cette logique-là, vous voyez qu'on peut faire déjà pas mal de choses avec peu de code. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la sécurité.
Le principal problème de notre code ici, c'est qu'on rajoute directement de l'HTML au niveau de notre structure. Et il faut toujours partir du principe qu'on ne fait pas forcément confiance aux données qui viennent de l'extérieur. Donc ce qui peut se passer, si on commente ici cette partie-là, je vous donne un exemple, on va imaginer qu'on récupère des articles depuis une API dans laquelle on ne fait pas trop confiance. Donc on a un tableau, et au niveau du title, on se retrouve avec ça. En fait, quelqu'un a utilisé une balise style à la place du titre de l'article. Et ensuite, dans mon body, je vais avoir du texte classique. Si je sauvegarde, on voit que automatiquement, quand on injecte notre code, on se retrouve avec la page qui change de couleur et qui arrache les yeux au passage. On va plutôt mettre du bleu, désolé. Mais là, le problème, c'est qu'on a autorisé en fait l'utilisateur à injecter de l'HTML dans notre page. Alors j'ai mis simplement du CSS, mais ça peut être bien plus grave s'il injecte du JavaScript. Donc il nous faudrait un moyen d'éviter ça. Donc c'est pour ça que parfois, la meilleure solution, c'est de faire les choses un petit peu plus manuellement et surtout d'utiliser le inner text. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est soit vous faites le inner HTML comme ça, et ensuite vous utilisez le query selector pour resélectionner les éléments en faisant un article.querySelector, vous trouvez le H2 et vous lui dites en fait dans le inner text du H2, j'aimerais bien que tu mettes ce que tu as dans post.title. Voilà, si vous faites ça, vous voyez que le HTML a été traité simplement comme du texte et a été rajouté dans l'élément, il n'est plus interprété. L'inconvénient, c'est que si vous faites ça, vous ajoutez de l'HTML qui doit être ensuite parsé et ensuite vous refaites un query selector. En termes de performance, c'est pas idéal. Donc parfois, même si effectivement c'est un peu plus pénible, c'est mieux de faire les choses un peu plus manuellement en faisant un h2 égale document.createElement. Voilà, vous créez votre élément H2 et ensuite vous pouvez faire un h2.innerText et vous pouvez venir rajouter votre post.title. Et après, vous rajoutez votre H2 à l'article en faisant un article.append H2. Et on fera la même chose évidemment avec le paragraphe. Hop. Donc en faisant un paragraphe égale document.createElement le paragraphe. Ensuite, on modifie le innerText, on mettra le body. Et enfin, on lui dira de rajouter le body à notre article. Donc très souvent, malheureusement, lorsqu'on va manipuler le DOM, on va avoir beaucoup de lignes à écrire pour faire des choses simples. Il ne faudra vraiment pas hésiter dans ce cas-là à vous créer des méthodes qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Typiquement, ici, on pourrait avoir une fonction qui s'appellerait createElementWithText. On lui donnerait le tag de l'élément, donc on pourrait appeler ça tagName, et on lui donnerait le contenu, donc on pourrait mettre content. Et ce que ça ferait, c'est que ça ferait ces différentes méthodes. Donc on ferait un document.createElement, ça on va l'appeler element, et on lui dirait de rajouter quelque chose qui correspond au tag name qui a été demandé, et ensuite on mettrait dans le inner text le contenu qui est passé en paramètre, et à la fin on retournerait notre élément. Comme ça on a une fonction qui est plus simple à utiliser, et je peux directement ici me passer de ces deux lignes-là, et lui dire j'ai envie de faire un createElementWithText et je lui passerai le H2 et je lui dirai de mettre le texte post.title. Et je pourrais faire la même chose pour le paragraphe. Donc je lui dirai, voilà, prends un paragraphe et rajoute ici le body. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un petit peu plus court. Et dans ce cas-là, au niveau de la page, si ici effectivement je mets bien element, je vais bien me retrouver avec mes éléments. Et si je retire cette partie-là, voilà, que je recharge les informations depuis le serveur, je vais bien obtenir ma liste d'éléments. Et cette fois-ci, même si on avait de l'HTML, il ne serait pas interprété par mon navigateur. On remarquera aussi que vu qu'il y a des sauts de ligne dans le texte original, ces sauts de ligne sont conservés avec le inner text et remplacés par des BR. Donc ça c'est plutôt pratique aussi, ça fait d'une pierre deux coups. Mais j'insiste sur ce point, l'API qui permet de manipuler le DOM peut être très lourde par moment et il ne faudra vraiment pas hésiter à utiliser des fonctions personnalisées pour pouvoir faire des opérations que vous avez besoin de faire très souvent plus rapidement. Ne vous embêtez pas à écrire toujours 10 lignes pour faire une opération. Écrivez-vous une fonction, ça va vous simplifier la vie. Mais voilà un petit exemple d'utilisation de la manipulation du DOM pour afficher et injecter une structure HTML à partir d'un retour serveur. Donc j'espère que cette partie vous servira et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on verra comment écouter des événements, par exemple quand on clique sur un élément, pour pouvoir faire des opérations ensuite.